Bonsoir à toutes et à tous, voici votre journal du lundi 21 juillet 2025. Nous allons faire le point sur les événements marquants de la journée. Au sommaire, aujourd'hui au Bangladesh, un avion militaire s'écrase sur une école à Dhaka, au moins 19 morts. Israël frappe des cibles Houthis dans le port yéménite d'Hodeïda. Le Kremlin se dit ouvert à de nouvelles négociations avec l'Ukraine sans calendrier défini. Le président philippin Marcos en visite aux États-Unis pour tenter de conclure un accord commercial. Au Gaza, au moins 93 morts lors d'une distribution d'aide. L'armée israélienne met en doute le bilan. Et pour finir, le Téhéran accuse les Européens de ne pas avoir respecté l'accord de 2015. Nous commençons avec une tragédie dans la capitale bangladaise Dhaka, où un avion de chasse de l'armée de l'air du Bangladesh s'est écrasé ce lundi 21 juin 2025 sur un établissement scolaire de la capitale Dhaka, faisant au moins 19 morts et plus de 160 blessés, selon un bilan officiel provisoire communiqué par les autorités. L'appareil, un F-7 BGI de fabrication chinoise, utilisé pour l'entraînement, avait décollé peu après 13 heures de la base Kurmitola. Quelques heures plus tard, il s'est abattu sur le campus du Millstone School and College, situé dans le quartier densément peuplé d'Uttara. La cause de l'accident n'a pas encore été précisée, mais des premiers éléments évoquent une défaillance technique. Le pilote fait partie des victimes. Parmi les blessés, au moins 83 personnes ont été hospitalisées, dont plusieurs élèves et enseignants. De nombreux cas de brûlures graves ont été recensés et les services d'urgence ont été rapidement mobilisés sur place. Le gouvernement provisoire a exprimé sa profonde tristesse et annoncé l'ouverture d'une enquête pour déterminer les circonstances exactes du drame. Des cellules d'assistance ont été mises en place, notamment à l'Institut national des brûlés de Dhaka. Il s'agit de l'un des accidents aériens militaires les plus graves du pays depuis plusieurs années, ravivant les préoccupations sur la sécurité des vols d'entraînement dans les zones urbaines densément peuplées. Restons dans la région, mais cette fois-ci au Moyen-Orient, où la situation reste tendue. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a annoncé ce lundi 21 juin 2025 que l'armée israélienne avait mené des frappes visant des cibles terroristes des rebelles Houthis dans le port d'Hodeïda au Yémen. Ces opérations ont ciblé des infrastructures utilisées par les Houthis, notamment des équipements militaires et des installations logistiques. Selon Israël Katz, ces frappes interviennent en réponse aux tirs de missiles et attaques menées par les Houthis en direction du territoire israélien. Le ministre a déclaré que le sort du Yémen est le même que celui de Téhéran et que les Houthis paieront un lourd tribut pour leur action hostile. Les frappes ont été réalisées à l'aide de drones, marquant une tactique précise destinée à affaiblir les capacités militaires des Houthis dans la région. Cette opération s'inscrit dans un contexte de tensions accrues entre Israël et les groupes alliés à l'Iran de la région, notamment depuis que les Houthis ont intensifié leur attaque sur des navires dans la mer Rouge. Les autorités israéliennes justifient ces frappes comme une mesure de défense visant à sécuriser les voies maritimes stratégiques et à empêcher l'acheminement d'armes susceptibles d'être utilisées contre Israël. Sur un autre front, les espoirs d'une reprise des négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine demeurent. Ce lundi, le Kremlin a annoncé être disposé à engager un troisième cycle de pourparlers de paix avec l'Ukraine, relançant ainsi la perspective d'un dialogue diplomatique entre les deux pays en conflit depuis février 2022. Toutefois, Moscou a précisé qu'aucune date n'avait encore été arrêtée pour la tenue de ces discussions. Nous sommes en faveur de la tenue d'un troisième cycle après les deux rencontres précédentes organisées au printemps à Istanbul. Dès qu'une date aura été fixée, nous vous tiendrons informés, a déclaré Dmitri Peskov, porte-parole de la présidence russe. Il a toutefois tempéré les attentes, soulignant qu'un tel processus nécessiterait beaucoup de travail pour rapprocher des dispositions toujours très éloignées. Cette annonce intervient 2 jours après que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a proposé de reprendre les négociations de paix dès cette semaine.
dans l'espoir de sortir de l'impasse diplomatique actuelle. Kiev cherche à obtenir des garanties sur le retrait des troupes russes et la sécurité de son territoire, tandis que Moscou insiste sur la reconnaissance de l'annexion de certaines régions. Malgré cette ouverture apparente, les conditions politiques, militaires et diplomatiques d'un dialogue constructif restent incertaines. Plusieurs tentatives de médiation ont échoué depuis le début du conflit, notamment en raison de l'intransigeance des deux camps sur les lignes rouges à ne pas franchir. Pour l'heure, aucune puissance tierce n'a été officiellement annoncée comme médiateur dans cette nouvelle tentative de pourparlers. Direction l'Asie où le président des Philippines, Ferdinand Marcos Jr., doit rencontrer cette semaine le président américain Donald Trump à Washington. Cette visite intervient dans le cadre d'efforts visant à obtenir un accord commercial plus avantageux entre les deux pays, alors que la date butoir du 1er août approche. Il s'agira de la première rencontre officielle entre Trump dans son second mandat présidentiel et un chef d'État d'Asie du Sud-Est. Marcos espère que le statut stratégique des Philippines en tant qu'allié clé des États-Unis de la région Indo-Pacifique permettra de faire avancer les négociations commerciales. Avant son départ de Manille, le président philippin a déclaré que les discussions porteraient à la fois sur les questions de sécurité, de défense et de commerce. Il souhaite notamment que Washington revoie à la baisse les tarifs douaniers imposés aux produits philippins jugés excessivement élevés. Actuellement, les droits de douane américains sur les importations en provenance des Philippines ont été relevés à 20%, contre 17% en avril dernier. En 2024, les États-Unis ont enregistré un déficit commercial de 5 milliards de dollars avec les Philippines, dans un volume d'échanges bilatéraux atteignant 23,5 milliards de dollars. Donald Trump a déjà conclu des accords commerciaux avec le Vietnam et l'Indonésie, fixant des taux respectifs de 20% et 19% sur leur exploitation. Selon Gregory Poling, spécialiste de l'Asie du Sud-Est, au Centre d'études stratégiques et internationales, les Philippines pourraient obtenir un accord à un taux inférieur en raison de leur position stratégique de la rivalité entre Washington et Pékin. Pendant que Manille mise sur la diplomatie économique, Gaza reste prisonnière de la violence et du chaos. Selon la défense civile de la bande de Gaza, au moins 93 personnes ont perdu la vie le samedi 20 juillet 2025 alors qu'elles tentaient de récupérer de l'aide humanitaire dans le nord du territoire. Ce drame s'est produit à l'arrivée d'un convoi de camions transportant de la nourriture dans un contexte marqué par une crise humanitaire aiguë. D'après les autorités locales, la majorité des victimes ont été recensées près de Gazaville, où des civils affamés se sont massés autour des camions. Des tirs auraient alors été effectués, provoquant de nombreuses pertes humaines. Des incidents similaires auraient également eu lieu dans le sud, notamment à Rafah et Khan Younis. L'armée israélienne, de son côté, affirme avoir tiré des coups de semonce pour disperser une foule jugée menaçante et conteste le nombre de morts annoncé par les autorités gazouilles. Elle soutient que ces troupes ont agi pour sécuriser la zone face à un mouvement de foule jugé dangereux. Le Programme alimentaire mondial PAM a condamné les violences survenues lors de cette opération, rappelant que l'accès à l'aide humanitaire doit être garanti en toutes circonstances. L'organisation souligne que les besoins humanitaires à Gaza restent criants et appelle à un meilleur encadrement des distributions. Depuis le mois de mai, l'ONU estime que plus de 800 personnes ont été tuées près des sites d'aide dans la bande de Gaza, soulevant de vives inquiétudes sur les conditions de sécurité entourant ces opérations. Plusieurs organisations humanitaires dénoncent un manque de coordination et appellent à une protection renforcée des civils. Tandis que la situation à Gaza demeure tendue, l'Iran accuse les pays européens de ne pas avoir respecté leur engagement sur le nucléaire. À quelques jours de nouvelles discussions prévues le 25 juillet à Istanbul avec la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, l'Iran a critiqué sévèrement les pays européens pour leur rôle dans la dégradation de l'accord sur le nucléaire signé en 2015. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Bagaï, a déclaré que les parties européennes ont été fautives et négligentes dans la mise en œuvre de leur engagement.
L'accord de Vienne sur le nucléaire iranien signé en 2015 entre l'Iran et les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, l'Allemagne et l'Union européenne visait à limiter strictement les capacités nucléaires de l'Iran en échange d'une levée progressive des sanctions internationales. Toutefois, le retrait unilatéral des États-Unis en 2018 sous la présidence de Donald Trump, suivi du rétablissement des sanctions économiques, a fragilisé l'accord. Bien que les Européens aient exprimé leur attachement au texte, les mécanismes mis en place pour atténuer les conséquences économiques pour l'Iran n'ont pas permis de compenser efficacement les effets des sanctions américaines. De nombreuses entreprises occidentales se sont retirées du pays, accentuant la crise économique et l'inflation. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA, l'Iran enrichit désormais l'uranium à 60%, un seuil bien supérieur à la limite de 3,67% fixée par l'accord de 2015, sans toutefois atteindre les 90% requis pour fabriquer une arme nucléaire. En réponse à cette évolution, Paris, Londres et Berlin menacent de rétablir les sanctions onusiennes. S'appuyant sur une clause de réactivation snapback prévue dans le texte, Téhéran rejette cette démarche qualifiée de dénuée de sens, injustifiable et immorale par Esmaïl Bagaï, qui souligne que la réduction progressive des engagements iraniens s'est faite conformément aux dispositions prévues dans l'accord, en réponse au non-respect des engagements occidentaux. Ces déclarations interviennent alors que des efforts diplomatiques sont en cours, notamment avec une rencontre annoncée entre de hauts responsables iraniens et le président russe Vladimir dans un contexte régional et international toujours tendu. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Je vous retrouve demain pour suivre ensemble les nouvelles actualités. D'ici là, prenez soin de vous et une excellente soirée à toutes et à tous.